L'ancienne assistante de De Niro a décidé de riposter après que la société de De Niro a intenté une action en justice de 6 millions de dollars contre elle en août, l'accusant d'avoir volé de l'argent et d'avoir regardé des épisodes de Friends pendant qu'elle était au travail. Robert De Niro, un nom légendaire à Hollywood, a captivé le public pendant des décennies avec ses performances puissantes et sa présence indéniable. Mais aujourd'hui, une réalité déchirante a frappé sa famille, laissant les fans stupéfaits et attristés. Alors que ses proches se réunissent pour lui dire au revoir, le monde entier regarde la scène avec le cœur lourd. Qu'est-il arrivé à l'acteur emblématique? Quelle nouvelle dévastatrice a poussé sa famille à vouloir s'éloigner? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité choquante qui semble éloigner sa famille. Le 2 juillet 2023, le monde de Robert De Niro a changé à jamais. Son petit-fils de 19 ans, Leandro, a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. La cause? Une overdose mortelle de drogue. On apprend ce qui a causé la mort du petit-fils de l'acteur Robert De Niro le mois dernier. Le médecin légiste de la ville de New York a déclaré qu'il s'agissait d'une overdose accidentelle de fentanyl. Leandro De Niro Rodriguez est décédé le 2 juillet. Lorsque le rapport médical a été publié, il a révélé un mélange mortel de fentanyl, de cocaïne, de kétamine et d'autres substances. Leandro a suivi les traces de son grand-père en poursuivant une carrière d'acteur. Il a même eu un petit rôle dans le film à succès A Star is Born de 2018. Mais son avenir prometteur a été interrompu bien trop tôt. De Niro, connu pour sa discrétion et son sang-froid, était visiblement ébranlé. Dans un rare moment d'émotion, il a déclaré au magazine People. Puis, à peine 2 semaines plus tard, la tragédie a pris une tournure encore plus sombre. La police a arrêté une femme de 20 ans, Sophia Haley Marks, l'accusant d'avoir vendu des pilules contrefaites à Leandro. Les pilules étaient censées contenir de l'oxycodone et du Xanax, mais elles contenaient en fait du fentanyl, une substance si puissante qu'une infime quantité peut être mortelle. La mort de Leandro a mis en lumière la crise croissante des opioïdes aux États-Unis. La Drug Enforcement Administration, DEA, avait déjà prévenu que près de la moitié des fausses pilules sur ordonnance testées contenaient suffisamment de fentanyl pour tuer une personne. Son décès est devenu un exemple déchirant de la dangerosité de ces drogues. Il a également relancé les discussions sur l'éducation aux drogues, des lois plus strictes sur les prescriptions et un meilleur soutien pour ceux qui luttent contre la dépendance. Alors que De Niro pleurait son petit-fils, une autre tempête a frappé. En novembre 2023, il s'est retrouvé devant la justice, confronté à un procès massif. Son ancien assistant, Graham Chase Robinson, l'a poursuivi pour 12 millions de dollars, l'accusant de discrimination, de violence verbale et de harcèlement. Des procès en duel ont été intentés entre l'acteur Robert De Niro et son ancien assistant. La jeune femme a publié des messages vocaux vulgaires que l'acteur oscarisé aurait laissés à De Niro, affirmant qu'il était verbalement violent. Robinson avait travaillé pour De Niro pendant plus d'une décennie, commençant comme assistante personnelle avant de devenir vice-présidente de sa société, Canal Productions. Mais elle a affirmé que pendant ces années, elle avait subi des commentaires inappropriés, des traitements injustes et même des contacts physiques non désirés. Au tribunal, un message vocal explosif a été diffusé, dans lequel on pouvait entendre De Niro crier et insulter Robinson. Cependant, cette bataille juridique n'était pas à sens unique. Des années plus tôt, en 2019, De Niro et sa société avaient en fait poursuivi Robinson pour 6 millions de dollars. Ils l'ont accusé d'avoir volé l'argent de l'entreprise, d'avoir détourné des fonds et même d'avoir regardé en boucle 55 épisodes de Friends pendant qu'elle était au travail. Ils ont également affirmé qu'elle avait transféré 5 millions de miles aériens, d'une valeur d'environ 4,25 $ sur son compte personnel. Le procès a duré 8 jours. De Niro lui-même a passé 2 de ses jours à la barre des témoins. Il a nié avoir abusé de Robinson, mais il a admis certaines de ses allégations. Lorsqu'on lui a demandé s'il lui avait dit que son entraîneur personnel était mieux payé parce qu'il avait une famille à charge, il a simplement répondu « oui ». Lorsqu'on lui a demandé s'il lui avait déjà demandé de lui gratter le dos, il a souri et a admis « OK » 2 fois. Tout masu. Après 5 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. De Niro lui-même n'a pas été reconnu coupable, mais sa société, Canal Productions, a été condamnée à payer 12 millions de dollars à Robinson. Le jury a jugé que l'entreprise avait fait preuve de discrimination à son égard en raison
de son sexe et avait exercé des représailles contre elle après qu'elle eut dénoncé son comportement. L'affaire a porté atteinte à la réputation de De Niro et a déclenché des débats sur la dynamique du pouvoir au travail, la discrimination fondée sur le sexe et la façon dont les frontières personnelles et professionnelles sont souvent floues à Hollywood. Alors que la situation semblait ne pas pouvoir empirer, une autre crise a éclaté. En juillet 2023, Tiffany Chen, la compagne de longue date de Niro, a dû faire face à un terrible problème de santé. Peu de temps après avoir donné naissance à leur fille, Gia, elle a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par une étrange sensation de picotement sur sa langue. Puis, son visage a commencé à paraître différent, presque engourdi. Un jour, elle s'est regardée dans le miroir et a constaté que son visage était affaissé. La panique s'est installée. En quelques jours, son état s'est considérablement aggravé. Elle pouvait à peine manger. La nourriture lui tombait dessus. Elle a commencé à avoir des difficultés à parler. Craignant le pire. Elle s'est précipitée à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué chez elle une paralysie de Bell, une maladie qui provoque une paralysie faciale. La plupart des cas de paralysie de Bell n'affectent qu'un seul côté du visage. Mais le cas de Tiffany était plus grave. Les deux côtés de son visage étaient paralysés. Elle ne pouvait pas parler correctement. Elle ne pouvait pas sourire à son nouveau-né et elle ne pouvait même pas embrasser sa fille. Cette expérience l'a laissé mal à l'aise et frustrée. De Niro, généralement connu pour son extérieur dur, s'est tenu à ses côtés et lui a offert son soutien. Il l'a rassurée en lui disant qu'elle avait l'air en forme, plaisantant même en disant qu'elle paraissait juste un peu sévère. Le chemin vers le succès de Robert De Niro a-t-il été facile? Découvrons-le. Tout a changé pour Robert De Niro le 5 septembre 1960. C'est le jour où il a rejoint le conservatoire Stella Adler, l'une des écoles de théâtre les plus célèbres au monde. Ce n'était pas une simple étape. C'était le moment où il commençait vraiment à comprendre l'art du jeu d'acteur. Il s'immergea dans la méthode d'interprétation, une technique qui deviendrait plus tard sa signature. Au début, il a essayé de jongler entre les cours de théâtre et les cours du soir, dans l'espoir de terminer ses études secondaires. Mais cela n'a pas duré longtemps. L'école n'avait plus d'importance. Le jeu d'acteur était primordial. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. De Niro a obtenu son premier rôle au cinéma dans The Wedding Party, réalisé par Brian De Palma. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il l'a tourné en 1963, mais en raison de complications juridiques, le film n'est sorti qu'en 1969. Ce long retard a donné à ses débuts un air de mystère. Même si le film lui-même était petit, tourné en noir et blanc, et n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais c'est une étape importante. C'est son premier véritable pas dans le monde du cinéma. Puis, en 1973, tout change à nouveau, avec Bang the Drum Slowly. En apparence, c'était un film de baseball, mais au fond, c'était une histoire profondément émouvante sur l'amitié et la perte. De Niro jouait Bruce Pearson, un receveur gentil mais simple d'esprit qui se mourait de la maladie de Hodgkin. Il ne s'est pas contenté de jouer son rôle. Il l'a vécu. Déterminé à rendre sa performance authentique, il a passé des mois à apprendre à jouer au baseball, s'entraînant même avec les Cardinals de Saint-Louis. Chaque mouvement, chaque geste devait paraître naturel. Lorsque le film est sorti le 26 juillet 1973, le public et les critiques l'ont remarqué. Ils n'ont pas seulement vu un acteur, ils ont vu une vraie personne. Son interprétation était crue, déchirante et profondément émouvante. Mais obtenir le rôle n'a pas été facile. De Niro a dû passer 7 auditions avant de décrocher le rôle. Le film a rapporté 5 millions de dollars, ce qui a été un grand succès pour une production de moindre envergure. Mais plus important encore, il a permis à De Niro de se faire connaître. Hollywood commence enfin à s'intéresser à lui. Cette même année, le destin lui présente un réalisateur qui va changer sa vie à jamais, Martin Scorsese. Leur première collaboration s'intitule Mean Streets, qui sort en salle quelques mois seulement après Bang the Drum Slowly. Au départ, De Niro voulait le rôle principal, mais c'est son ami Harvey Keitel qui lui a valu le rôle de Johnny Boy, un joueur imprévisible et imprudent qui se met toujours dans le pétrin. Ce rôle s'est avéré parfait. De Niro a apporté une énergie électrisante au rôle. Johnny Boy n'était pas seulement un personnage, c'était une force de la nature. Les spectateurs ne pouvaient pas le quitter des yeux. Mean Streets était un film brut et cru,
réalisé avec un petit budget de seulement 500 $. Le tournage n'a pas été facile. L'équipe a tourné dans des lieux réels, dans le quartier de Little Italy à New York, et a dû faire face à toutes sortes d'obstacles. À un moment donné, Scorsese a dû payer des mafieux locaux pour les empêcher d'intervenir. Dans un autre cas, le propriétaire d'un immeuble a refusé de les laisser filmer jusqu'à ce que le père de Scorsese négocie personnellement un accord. Malgré les difficultés, le film s'est avéré être un triomphe. Il était audacieux, authentique et plein de vie. Les critiques l'ont salué et la performance de De Niro lui a valu un prix du meilleur acteur dans un second rôle. Soudain, il n'était plus seulement un jeune acteur prometteur, mais une étoile montante. Alors, pourquoi ses performances sont-elles inoubliables? Découvrons-le. En 1974, Robert De Niro devient une véritable star hollywoodienne. C'est l'année où il incarne le jeune Vito Corleone dans Le Parrain 2. Le premier film du Parrain ayant déjà rencontré un énorme succès. Les attentes pour la suite sont très élevées. De Niro a la lourde tâche d'incarner une version plus jeune du personnage que Marlon Brando avait rendu légendaire. Il n'a pas pris cette tâche à la légère. Pour se préparer, De Niro a passé 4 mois à apprendre à parler un authentique dialecte sicilien. Il voulait que sa performance soit totalement réaliste, et son travail acharné a payé. Le Parrain 2 a été un énorme succès. Et aux Oscars, De Niro a remporté l'Oscar du meilleur second rôle. Il n'avait que 31 ans, mais, à la manière classique de Niro, il ne s'est même pas présenté pour recevoir le prix. Pourquoi? Il était en Italie pour tourner un autre film, car pour lui, le travail passait toujours en premier. Sa victoire n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un moment important pour le film lui-même, qui a remporté 6 Oscars ce soir-là. De Niro a même battu 2 de ses partenaires, Michael V. Gazzo et Lee Strasberg, pour remporter le prix. Cela prouve qu'il n'était pas seulement un acteur prometteur. Il était l'un des meilleurs du secteur. Et ce n'était que le début. Après Le Parrain 2, De Niro a donné l'une des performances les plus inoubliables de l'histoire du cinéma, dans Taxi Driver. Mais ce qui a rendu son interprétation de Travis Bickle si puissante n'était pas seulement son jeu d'acteur. C'est à cause des efforts considérables qu'il a dû déployer pour se préparer. Au lieu de simplement imaginer ce que c'était que d'être un chauffeur de taxi solitaire et en difficulté à New York, De Niro en est devenu un. Il a obtenu une véritable licence de taxi et a passé 3 mois à conduire un taxi dans la ville, travaillant 12 heures par jour. Même s'il venait de remporter un Oscar, presque personne ne le reconnaissait. C'était exactement ce qu'il voulait. Il avait besoin de se sentir invisible, tout comme Travis. Puis est arrivée la scène la plus célèbre du film. La légendaire scène « Moment », qui n'était même pas dans le scénario. De Niro l'a inventée sur le champ, se regardant dans le miroir et parlant comme un homme qui perd peu à peu le contact avec la réalité. Mais ce n'est pas la seule façon dont il s'est transformé pour le rôle. Il a perdu 16 kilos, a passé du temps avec des vétérans de la guerre du Vietnam, souffrant de SSPT pour comprendre leur douleur et a même porté les bottes de Travis tous les jours pendant 2 mois, marchant 24 km par jour, comme si elles lui appartenaient comme une seconde peau. Au moment où le tournage a commencé, il n'a pas seulement agi comme Travis Bickle, il était lui. Mais De Niro n'a pas fini de se surpasser. Lorsqu'il a joué le boxeur Jake LaMotta dans Raging Bull, il a poussé sa méthode d'acteur à un niveau encore plus extrême. Il s'est d'abord entraîné avec LaMotta lui-même, passant des mois sur le ring, jusqu'à ce que le vrai boxeur admette que De Niro aurait pu devenir professionnel. Mais le plus grand défi n'était pas d'apprendre à se battre. Il s'agissait de se transformer en une version plus âgée et plus lourde de LaMotta. Au lieu d'utiliser des prothèses ou un gros costume, De Niro s'est donné à fond. Il a pris 27 kilos en voyageant à travers l'Italie et la France, en mangeant tout ce qui lui tombait sous la main, des pâtes, du pain, de la glace, tout ce qu'il fallait pour changer physiquement son corps. Il est passé de 66 kilos à 97 kilos. La prise de poids était si drastique qu'il lui était devenu difficile de respirer et de bouger. L'équipe de production du film a dû tourner en toute hâte les scènes les plus lourdes de son film, car elle était vraiment inquiète pour sa santé. Les médecins lui ont ensuite conseillé de ne plus jamais faire une chose pareille. Son corps a mis plus d'1 an à guérir, mais au final, la douleur en valait la peine. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, mais son obsession de rendre chaque rôle aussi réel que possible ne s'est pas arrêtée là. Pour le roi de la comédie,
où il incarne un homme dangereusement obsédé par la célébrité. Il voulait vraiment comprendre l'esprit d'un harceleur. Mais rencontrer un vrai personnage ne lui suffit pas. Il va encore plus loin. Il commence à suivre en secret Jerry Lewis, l'acteur légendaire qui joue le rôle de l'animateur de talk show dans le film. Il a observé la façon dont Lewis interagissait avec les fans, la façon dont il se tenait, et même la façon dont il se comportait quand il pensait que personne ne le regardait. Lewis était déstabilisé par cela, mais la méthode a fonctionné. À l'écran, la performance de De Niro était étrangement convaincante, faisant frémir le public de malaise. Puis est devenu Les Affranchis, où chaque détail comptait pour lui. En incarnant le gangster froid et calculateur Jimmy Conway, De Niro voulait incarner le personnage dans son intégralité, pour entrer dans l'état d'esprit d'un homme obsédé par l'argent et le pouvoir. Il a même habillé le personnage de manière invisible. Il portait des sous-vêtements en soie pendant tout le tournage, tout comme le vrai gangster. Mais ce n'était pas tout. Il a insisté pour utiliser de l'argent réel dans chaque scène. Alors que la plupart des productions utilisent de faux billets, De Niro a apporté 5 dollars de son propre argent sur le plateau, s'assurant que chaque dollar dépensé ait l'air authentique. En moment du film, cependant, était totalement imprévu. Au cours d'une scène intense au téléphone, la rage a pris le dessus. Il a frappé le téléphone si fort que la vitre s'est brisée, projetant des éclats dans les airs. Un morceau pointu lui a entaillé la main, faisant couler le sang. Mais au lieu de s'arrêter, il l'a utilisé. Il a étalé son propre sang sur le visage de Ray Liotta, ajoutant une intensité brute et imprévisible à la scène. Le premier mariage de Robert De Niro s'est déroulé rapidement. Il a rencontré Diane Abbott alors qu'il travaillait sur le tournage de Taxi Driver en 1976 et 3 mois plus tard. Ils se sont mariés le 28 avril 1976. Leur fils Raphaël a été prénommé d'après l'hôtel où il a été conçu, le Raphael Hotel à Rome. À l'époque, De Niro était complètement immergé dans sa méthode d'acteur en tant que Travis Bickle, restant dans son personnage même après la fin du tournage. Cet engagement envers son rôle a créé du stress dans son nouveau mariage. Mais malgré les défis, ils ont accueilli leur fils, Raphael, le 9 novembre 1976. De Niro a également adopté la fille d'Abbott, Dana, née en 1971, ce qui témoigne de son profond attachement à sa famille. Leur mariage a duré 12 ans, au cours desquels De Niro est devenu une superstar internationale avec des rôles emblématiques dans des films comme Voyage au bout de L'Enfer en 1978 et Raging Bull en 1980. Abbott est même apparu dans certains de ses films, notamment The King of Comedy en 1982 où elle jouait une barmaid. Cependant, leur mariage prit fin en 1988. Le divorce fut réglé en privé, De Niro versant à Abbott la coquette somme de 62 millions de dollars. Une somme énorme à l'époque. Après le divorce, De Niro entame une relation avec le mannequin et actrice Toukie Smith en 1988. Leur relation a duré jusqu'en 1996 et elle était inhabituelle à bien des égards. En 1995, le couple a eu des jumeaux, Julian Henry et Aaron Kendrick, grâce à une fécondation in vitro et une mère porteuse. Un choix rare pour les célébrités de l'époque. De Niro avait 52 ans lorsque les jumeaux sont nés, ce qui a remis en question l'idée traditionnelle de la paternité. À la même époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles De Niro fréquentait également le mannequin Naomi Campbell, ce qui n'a fait qu'ajouter à la complexité de sa vie privée. Smith était très discret sur leur relation, déclarant notamment « Savez-vous comment s'écrit privé? Privat avec un P majuscule. » Après leur séparation en 1996, ils ont convenu d'un accord de coparentalité, s'occupant à tour de rôle des jumeaux par cycle de 4 jours, montrant ainsi leur dévouement à élever leurs enfants ensemble. En 1997, De Niro a épousé Grace Hightower. Ils se sont rencontrés en 1987 au restaurant chic Mr. Chow à Londres, où Hightower travaillait comme hôtesse. Ils sont sortis ensemble pendant 10 ans avant de se marier, le 17 juin 1997. Cependant, leur mariage est rapidement devenu turbulent, et seulement 2 ans plus tard, en 1999, De Niro a demandé le divorce. Étonnamment, le divorce n'a jamais été prononcé, et le couple a renouvelé ses vœux lors
d'une cérémonie somptueuse en 2004 dans les montagnes Catskill, en présence de nombreux invités célèbres. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Elliot, né le 18 mars 1998, et Helen Grace, née par mère porteuse le 23 décembre 2011. Leur mariage a duré 21 ans, mais tout n'a pas été simple. Selon certaines informations, Hightower aurait eu une forte influence sur les finances et les projets cinématographiques de De Niro, ce qui a provoqué des tensions dans leur relation. Leur séparation définitive a eu lieu en 2018 et la bataille du divorce a tourné au vinaigre. L'avocat de Niro a affirmé que l'acteur avait été contraint de continuer à travailler uniquement pour couvrir le train de vie coûteux de Hightower. Il a été révélé au tribunal qu'elle dépensait 215 $ par mois en carte de crédit et 160 $ supplémentaires en liquide, ce qui a choqué de nombreuses personnes. Devenir père à nouveau à l'âge de 68 ans était inattendu pour De Niro. Le 23 décembre 2011, lui et Hightower ont accueilli leur fille, Helen Grace, par mère porteuse, faisant de lui l'un des pères célèbres les plus âgés d'Hollywood. Beaucoup l'admiraient pour avoir accepté de devenir père à un tel âge, prouvant ainsi que la parentalité n'a pas d'âge limite. Si certains lui ont reproché de devenir père plus tard dans sa vie, son ami proche Al Pacino s'est lui aussi retrouvé dans la même situation, accueillant des jumeaux à l'âge de 70 ans. Dario a pris son rôle de père très au sérieux, décidant même de faire une pause de 6 mois dans sa carrière d'acteur pour être avec sa fille nouveau-née. Cette décision lui a coûté des rôles majeurs au cinéma, notamment dans Le Juge en 2014. Cependant, le fait de devenir père plus âgé a changé le type de rôle que Dario a choisi. Il a commencé à se tourner vers des films plus familiaux, comme The Family, 2013, et The Intern, 2015. Lorsqu'on lui a demandé de parler de son expérience de père plus tard dans la vie, Dario a partagé une réponse simple mais sincère. Comment se sont déroulés les humbles débuts de Robert De Niro? Regardons cela de plus près. Robert De Niro est né le 17 août 1943 dans un hôpital de Manhattan. Sa famille était un mélange de cultures. Son père avait des racines irlandaises et italiennes, tandis que sa mère avait des origines néerlandaises, anglaises, françaises et allemandes. Tous deux étaient artistes. Son père était un peintre abstrait dont les œuvres seront plus tard exposées dans les plus grands musées, et sa mère était à la fois peintre et poète. Ils se sont rencontrés en 1941 dans une école d'art, sont rapidement tombés amoureux et ont passé une grande partie de leur temps à créer ensemble. Même pendant leur lune de miel, ils ne pouvaient pas lâcher leur pinceau. Cependant, la vie de De Niro a pris un tournant alors qu'il n'avait que 2 ans. Ses parents se sont séparés, mais pas pour des raisons communément évoquées à l'époque. Son père avait réalisé qu'il était gay. Malgré la séparation, son père est resté présent dans sa vie et s'est impliqué dans son éducation. Enfante. De Niro était petit et pâle, ce qui a amené les autres enfants à lui donner le surnom de Bobby Milk. Mais son enfance n'a pas été seulement compliquée par les moqueries. Ses parents l'ont secrètement baptisé dans une église catholique le 14 septembre 1945 à l'insu de ses parents. Ses parents ne pratiquaient aucune religion, mais ses grands-parents étaient très pieux et voulaient qu'il fasse partie de leur foi. Cela a créé une division tacite au sein de la famille. Il a grandi dans les rues de Greenwich Village et de Little Italy, principalement élevé par sa mère. Elle travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins, acceptant des emplois d'imprimeuse et de dactylo, travaillant souvent de longues heures. Cela signifiait que De Niro passait beaucoup de temps seul, mais il a trouvé un moyen de s'échapper. Le cinéma. Son père l'emmenait souvent au théâtre et il se passionna rapidement pour le cinéma. Une actrice en particulier, Greta Garbo, le captivait. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais il y avait quelque chose dans ses performances qui lui restait en mémoire. Puis, une opportunité inattendue a changé sa vie. Sa mère a trouvé un emploi pour taper des scripts pour un atelier de théâtre et, en échange de son salaire, De Niro a été autorisé à suivre des cours de théâtre gratuitement. Il n'avait que 10 ans, mais c'était sa première véritable introduction au monde du théâtre. Peu de temps après, il monta sur scène pour la première fois, en incarnant le lion peureux dans Le Magicien d'Oz dans une pièce de théâtre scolaire le 15 avril 1954. En grandissant, l'école commença à lui sembler moins importante. À 16 ans,
Il prend une décision audacieuse. Il abandonne ses études pour poursuivre son rêve de devenir acteur. Il a brièvement fréquenté la High School of Music and Art. Mais la concurrence et la pression intense l'ont écrasé. Au bout de 3 jours seulement, il a décidé de renoncer à son projet. Sa famille n'était pas ravie de son choix, mais cela ne l'a pas empêché de continuer. Malgré tous les changements survenus dans sa vie, une chose est de rester constante. Son ancien surnom, Bobby Milk, lui est resté. Et à 17 ans, son parcours ne faisait que commencer. Que pensez-vous de la révélation déchirante de Robert De Niro qui a forcé sa famille à lui dire au revoir? Partagez vos impressions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.